Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Opel Grandland GSE. GSE, c'est un nom qui vient de réapparaître chez Opel. Opel, d'ailleurs, c'est la première fois que j'essaie une Opel sur la chaîne. Merci Opel de m'avoir invité à essayer cette nouvelle version. Il y aura peut-être une vidéo sur la Astra GSE, mais GSE, ça existait à l'époque, en 1970 et en 1983, il me semble, sur deux modèles qui étaient un petit peu plus sportifs. Ça voulait dire Grand Sport Injection. Le E, c'est le injection, le mot allemand, je ne le prononcerai pas, puisque j'y arrive pas. Mais le E, en fait, de ce injection, est devenu électrique. Donc Grand Sport électrique. Côté un petit peu plus sportif sur cette voiture, avec un travail qui a été fait un petit peu sur l'extérieur et un petit peu sur le châssis et la direction. On retrouve à chaque fois maintenant le GSE sur Astra et sur le Grandland, la finition la plus haut de gamme au final. Donc c'est la plus haut de gamme qui sera disponible avec la meilleure motorisation hybride. Donc à chaque fois qu'il y aura le GSE, ce sera couplé avec de l'électricité. Comme d'habitude, je vous fais le tour de la voiture, je vous présente toutes les caractéristiques et ensuite on va essayer sur tout type de route et dans toutes conditions. Et comme c'est une hybride rechargeable, on va faire un test d'autonomie également. Cette GSE, donc en Grandland, elle est disponible avec deux motorisations, soit l'hybride 225 chevaux avec un seul moteur électrique, soit l'hybride 300 chevaux, le modèle qu'on a ici aujourd'hui. C'est basé sur une plateforme de Peugeot 3008, donc c'est la même motorisation, c'est la même batterie, c'est les mêmes moteurs, mais retravaillé différemment avec le style Opel. Pareil, au niveau de la suspension, c'est un petit peu différent. On notera aujourd'hui que pendant l'essai, on est en pneus d'hiver, donc avec des pneus neige, les alpins. Ça jouera un petit peu sur le comportement. Avec des vrais pneus 4 saisons ou des pneus d'été, on aura un comportement bien plus sympathique. Donc, version à 225 chevaux, c'est le moteur qu'on connaît, le 1,6 litre couplé avec un moteur électrique à l'avant, sur le moteur. Et la version 300 chevaux d'aujourd'hui, c'est ce moteur 1,6 litre qui fait 200 chevaux, plus un moteur électrique de 110 chevaux couplé à l'avant, plus un moteur qui fait 113 chevaux à l'arrière. Donc lorsqu'on va rouler en 100% électrique, on aura ces deux moteurs déjà électriques cumulés. Ce qui donnera déjà beaucoup plus de réactivité que juste la version 225 chevaux, qui a un seul moteur, 110 chevaux, couplé au moteur thermique. Et lorsqu'on roule en électrique, on aura seulement le 110 chevaux ici. Alors que sur cette version, on a les deux qui peuvent se coupler. Et ça donne un agrément plutôt sympathique. Et également, ça en fait une 4 roues motrices, cette voiture, puisque le moteur à l'arrière fonctionnera tout le temps si vous activez le mode 4 roues motrices qu'on a dans les menus, pour pouvoir avoir une 4 roues motrices permanente. Et sur la neige, par exemple, ça peut être très intéressant d'avoir une 4 roues motrices plutôt que seulement une traction. Au niveau des performances, cette version est donnée pour un 0 à 100 en 6 secondes 1, ce qui est vraiment correct. On fera bien sûr le test de l'accélération. Vitesse maximum 235 km/h. Et au niveau de la batterie, on a une batterie de 14,2 kWh. Donc c'est annoncé pour 60-63 km d'autonomie en 100% électrique. On fera bien sûr un test aujourd'hui. Alors il y aura de l'autoroute, il fait froid quand je suis parti ce matin, il faisait aux alentours de 5 degrés. Donc effectivement, selon les routes et également, ça va jouer. Donc n'hésitez pas à suivre cet essai pour voir la consommation en électrique. Au niveau des dimensions, il fait 4,48 m de long, 1,82 m de large sur 1,63 m de haut avec ses barres de toit ici. Et la petite antenne requin là-haut. Il sera disponible en 5 couleurs, le Grandland. Et on pourra avoir en option ce capot ici en noir, ce noir un petit peu pailleté, très joli, qui va avec le toit. Donc ça fait une sorte de vrai biton, mais plus que biton, puisque on prolonge ce biton jusqu'ici. Et en plus avec cette calandre noire, ça fait vraiment une partie beaucoup plus noire. On les a en blanc sur quasiment tous les modèles de présentation. Enfin aujourd'hui elles étaient toutes en blanc, mais elles existent avec les 5 couleurs qu'on a sur le catalogue. Spécificité également, c'est que le châssis a été rabaissé de 10 mm sur l'Astra comme sur le Grandland pour avoir ce côté un petit peu plus dynamique. Également, comme on a un petit peu plus de poids, comme c'est des versions hybrides, c'est pas plus mal d'abaisser encore un petit peu ce centre de gravité pour avoir quelque chose de plus sympa. On verra. Elle prend pas trop de roulis, c'est plutôt agréable à conduire et surtout en mode sport, on a une direction différente. Au niveau de l'amortissement, il y a des amortisseurs qui avaient été mis à l'époque sur la Astra OPC qui filtrent les défauts sur la route avec une séparation de fréquence qui, selon que ce soit une fréquence rapide ou lente ou plus grosse, va adapter la suspension. Donc en fait, quand on va se mettre à plus haut rythme, la fréquence va augmenter de la suspension, donc elle va travailler beaucoup plus vite. Et en fait, ça va durcir la suspension pour amener un comportement dynamique plus sympa et plus sportif. On verra si c'est sportif ou pas. Je vous laisse le découvrir pendant l'essai quand on fera l'essai en mode sport. Sinon, le Grandland il commence à partir de 33 000 € sur sa version de base. On a toujours les versions de base et cette version hybride rechargeable
en GSE qui sera donc la plus haut de gamme. Et dans cette version, il commence à partir de 58 850 €. Sur l'avant, on reconnaît la signature Opel, donc maintenant avec ce L ici, de feu bien sûr en LED. Sur l'avant, tout est en LED, les clignotants sont intégrés directement au feu ici. On verra qu'à l'arrière, c'est un petit peu différent. Cette calandre ici, pleine, on pourrait presque croire que c'est une version 100% électrique, mais non, il y a quand même le moteur derrière. On a un petit peu d'aération là, là, et là en fait c'est bien intégré à 3 endroits qui laissent quand même passer l'air parce qu'il faut aller refroidir ce moteur qui fait quand même 200 chevaux à lui seul en thermique. Le logo tout en noir avec du chrome, du blanc, du noir. Franchement les contrastes vont bien, le noir pailleté est vraiment joli. Le blanc est une couleur blanche un petit peu plus simple, elle n'est pas pailletée. Plaque allemande parce que c'est des voitures qui commencent à peine à sortir. Caméra à l'avant, on a caméra avant, caméra arrière, pas de caméra à 360. Une lame et un bouclier sur l'avant là ici qui sont spécifiques à ces versions GSE et pareil qui sont toutes noires et qui s'allongent pour donner un petit peu plus de prestance à cette voiture. Les grandes fausses entrées d'air sur le côté, c'est dommage parce que de plus en plus on travaille avec les entrées d'air maintenant pour l'aérodynamique sur des voitures de nos jours. Donc ça aurait pu faire des petites entrées d'air qui ressortent dans les arches de roue. Si vous avez l'habitude de voir la chaîne, on en parle très souvent de ça. Et sous le capot, donc ce moteur 1,6 litre et on aura toujours les autres moteurs disponibles de la gamme. Sur le bord, on note également le capteur ici d'aide à la conduite qui va nous donner le régulateur adaptatif et la conduite de niveau 2. Et comme on peut le voir, là c'est vraiment flagrant, le capot noir, donc ça fait vraiment une voiture en bicouleur. Sur le côté, première chose qu'on va noter, c'est des jantes spécifiques à ce modèle GSE. On a des jantes en 19 pouces sur le Grand Land. Sur l'Astra, on aura des jantes en 18 pouces qui seront également spécifiques. Comme c'est des véhicules hybrides rechargeables et que pour les normes, etc., pour ce qui est CO2, on voit qu'elles sont un petit peu remplies, comme beaucoup des jantes de voitures hybrides rechargeables ou électriques, ce qui aide également, grâce à ces petits inserts plastiques, à gagner quelques grammes de CO2 puisque l'air s'infiltre un petit peu moins dans les jantes. Toujours le répétiteur de clignotant ici, comme on a l'habitude chez Opel, c'est vrai, j'aime bien ce petit détail qui ne soit pas intégré là. Ça rappelle vraiment le côté Opel qui a toujours eu le petit insigne ici, et surtout en cristal comme ça. Rétro noir parce que vraiment, on sépare la voiture, on coupe cette partie et quasiment tout le haut est noir, sauf le C sur le montant arrière. Un bas de caisse un petit peu travaillé ici, tout est peint, c'est joli, pareil. C'est typé un petit peu SUV, mais tout est peint. On n'a pas les arches de roue ici en plastique. C'est vraiment plus sympa. De ce côté-là, on a la trappe à essence et de l'autre côté, on aura la trappe de recharge. Donc, la trappe de recharge, on pourra recharger en 7,4 kW, ce qui mettra à peu près 2 heures de recharge pour recharger cette batterie de 14,2 kWh. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, le calcul est simple. 7,4, 14,2, en gros 2 heures pour recharger 100%. Là, on peut noter les barres de toit, une partie ici caoutchouc qui vient se finir jusqu'ici. Alors ça, c'est très original, j'avais jamais vu, souvent ça s'arrête à la fenêtre. Là, ils ont prolongé le joint jusqu'au bout. Donc, partie biton ici, toute petite custode ici, et la porte qui s'ouvre vraiment avec la fenêtre qui ne vient pas en version coupée. Peut-être qu'un jour, ça existera en version coupée aussi, parce que c'est vraiment à la mode. Sur ce plein arrière, donc toujours béquet à l'arrière de la voiture sur le haut, assez long, qui vient intégrer le troisième feu stop, une vitre plutôt droite avec l'essuie-glace, bien sûr, les vitres surteintées et surtout l'arrière. Ensuite, on descend, on note ici les feux donc avec le double L pour la signature. Par contre, on a des clignotants à ampoule et la marche arrière à ampoule. Ça, sur une voiture à quasiment 60 000 €, je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Et on a fait ça bien à l'avant. Là, c'est petite faute quand même, Opel. Le logo GSE, ici donc en noir avec le jaune qui rappelle un peu ce côté sportif. Le logo Opel et le nom de la voiture ici, le Grand Land avec la finition GSE ce côté-là. Les réflecteurs ici obligatoires. Caméra de recul qui se situe au-dessus de la plaque. Un arrière entièrement peint. Donc franchement, niveau carrosserie, ils ont fait ça bien. Tout est peint, on n'a pas de plastique disgracieux apparent. Donc c'est vraiment joli et bien fini. J'aime bien en fait ça, ça donne pareil un petit côté sportif avec un petit diffuseur avec les quelques petites lames sur le côté. Au niveau du coffre, donc on a un rayon motorisé. Et dans le coffre, comme c'est une version hybride rechargeable, on perd un petit peu de coffre. On a un volume de 516 litres au lieu des 597. Donc on perd environ 80 litres comme vous pouvez le voir. Je remonte le petit manteau parce que je vais aller m'installer là-dedans. Juste avant, je vous parle en dessous ici, on a un petit bac de rangement où on pourra mettre ses câbles de recharge, par exemple, ce qui est bien et pratique de ne pas les mélanger juste ici. Alors là, j'ai un casque de moto parce que je suis venu, plus là, il y a une grosse sacoche avec les câbles, plus mes 2 sacs. Mais
Donc moi je fais 1m80. Et vous pouvez voir que dans 516 litres, je rentre très facilement. Il y a quand même de l'espace et après on peut quand même enlever la plage arrière. Bon, allons voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, à l'arrière de cette voiture, donc la porte s'ouvre assez grand. J'arrive sur une porte avec tout le haut en plastique, tout le bas en plastique et juste une sorte de partie qui ressemble à du cuir ici au niveau de la coudoir et au milieu. Fenêtre électrique qui s'ouvre pas jusqu'en bas, ça c'est dommage. Un haut-parleur sur le bas et un vide-poche juste ici. Coucou les oiseaux, ça fait du bien la campagne. Allez, je viens m'insérer ici à l'arrière. Je referme ma porte, je relève mon appuie-tête. Donc moi je fais 1m80, le siège à l'avant il est réglé pour moi. J'ai de l'espace au niveau des genoux, j'ai de l'espace pour les pieds. J'arrive à glisser mes pieds sous le siège, donc lorsqu'il est tout en bas, on n'a pas forcément énormément d'espace, mais un petit peu. On a des pochettes ici dans ces sièges en cuir, sièges mi-cuir, mi-alcantara. Donc on sent ici même pour les passagers à l'arrière, on a de l'alcantara. À l'avant ce sera pareil. On a un siège qui maintient un petit peu au niveau latéral, même pour les passagers arrière. J'ai de la place pour la tête. Alors pour la tête, je suis vraiment large. Il me reste encore 5 cm facile au-dessus de la tête. Les sièges sont plutôt confort. La mousse est ferme mais un peu moelleuse. La coudoir, très simple. Trappe à ski pour pouvoir accéder à ce qu'il y a dans le coffre. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a fixation isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. La ceinture pour la place du milieu est intégrée. Ici, c'est monté sur une boucle pour aller chercher cet endroit, donc il faut l'enlever de l'élastique. Et la place du milieu, il y a un tout petit tunnel central de ça à peu près. Il est quasiment gommé avec l'épaisseur des tapis. Au milieu, pareil, ma tête ne touche pas là-haut, je suis bien. C'est spacieux. Alors là, ce siège est beaucoup reculé, il est bien incliné également. Donc là, ça passe un petit peu moins, mais regardez, si c'est de l'autre côté, réglé pour moi, il n'y a pas de souci. Le siège est plutôt confort, il est moelleux. Je suis assez maintenu et le dossier est plus ferme, effectivement, parce que c'est un accoudoir. Bon. En vrai, on est pas mal à l'arrière, franchement. J'aime bien. C'est spacieux, les fenêtres sont grandes. Même si elles sont surteintées, ça reste assez lumineux dans l'habitacle. Pourtant, c'est noir. Ouais, on est pas mal. On a une fixation top taser isofix sur le siège avant également. On retrouvera une climatisation à l'arrière, mais je ne vais pas pouvoir régler ni la ventilation, ni la température. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'avant. Donc poignée, petit frigo comme ça. On a le verrouillage avec le doigt, là, si j'appuie ici. J'ai laissé les clés à l'intérieur. La portière un petit peu comme l'arrière, sauf qu'on a du plastique moussé sur la partie haute et ensuite du plastique dur sur le bas. On a de quoi mettre une bouteille ici. La petite, elle se glisse tout juste, mais il faut forcer un peu. Sinon, de ce côté-là, avec un petit peu plus de place. Réglage des rétroviseurs, réglage des fenêtres, le verrouillage pour les enfants à l'arrière et pareil, une petite partie cuir ici avec quelques surpiqûres. On retrouve le logo Opel juste ici. Des sièges, donc comme je vous disais, avec de l'alcantara au milieu. Le logo GS sur les sièges, ça c'est les petits détails que j'aime bien, et du cuir pour le reste. On peut voir qu'ils sont un petit peu sportifs et ils ont été faits également pour avoir un assez grand confort. Ils sont en manuel aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils existent en automatique, enfin en électrique, mais nos sièges manuels. Je sais qu'en Allemagne, ils ont des options différentes des nôtres, donc il peut y avoir des options différentes de ce qu'on aura en France, parce que en Allemagne par exemple, on peut avoir une voiture comme ça avec les vitres arrière manuelles. C'est la philosophie allemande. Des fois, on se dit, j'ai pas besoin des vitres à l'arrière. On ne le met pas. Alors, je me recule au max. Hop. Et voilà le point de vue que j'ai lorsque je rentre dans cette voiture. Volant quasiment rond, petit mais plat en bas qui facilite l'entrée dans le véhicule souvent parce que on a plus de place pour les jambes. Sur la gauche, on va voir tout ce qui aide à la conduite, donc avec le régulateur ici. Et sur la droite, ça va être tout ce qui va être multimédia, le volume, la commande vocale, le son, les sources. Et voilà, derrière le volant, on retrouve des palettes, puisqu'on a une boîte EAT8, qu'on retrouve dans tout le groupe Stellantis. Et lorsqu'on sera en mode sport, on va pouvoir les utiliser pour passer les rapports. Le clignotant ici, les appels de phare comme d'habitude, et sur la droite, les essuie-glaces avec les modes automatiques, bien sûr. On peut changer les informations de menu grâce au petit bout au fond. Là, par exemple, j'ai réinitialisé, j'ai fait 9 litres sur les 41 derniers kilomètres. J'étais en mode sport, donc voilà pourquoi. De ce côté-là, on a toujours les phares à l'avant.
bien sûr laissé en mode auto, j'avais juste mis là pour la déco. Ici, un petit rangement en plastique, assez grand. Le pédalier ressemble à ça, donc pédale en aluminium et un gros repose-pied sur le côté, bien pratique lorsqu'on va faire des longs trajets. Petit truc que j'ai noté, c'est moi qui ai des grands pieds, en fait, quand je freine comme ça, mon pied touche vite la tige sur le haut. La direction réglable en hauteur et en profondeur, et la direction a été retravaillée, comme je vous le disais, sur ce modèle GSE. Le bouton de quoi démarrer, la voiture ici, un écran bien intégré. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est sub, c'est soft, et en fait, comme c'est tout noir lorsqu'il est éteint, en fait, c'est quasiment une partie intégrante du truc. Et même là, écran là, c'est très sympa. Chose très intelligente qu'Opel a fait, c'est laisser la climatisation en physique. Ça, c'est une très très bonne chose. C'est rapide, c'est réglable facilement. La clim, les sièges chauffants, des embuages, j'ai tout ce qu'il faut et on a même le pare-brise dégivrant. Sur le haut, cet écran, donc ici j'ai le volume, si je souhaite. L'audio des raccourcis, ici raccourci audio avec le CarPlay par exemple, la navigation que je n'ai pas activée. Donc là, elle démarre. Les appels. Le mode E, ce sera pour ce qui sera électrique. Donc là, par exemple, la voiture me dit que voilà, je suis en mode normal. Les statistiques, voilà, 10,7 kWh au 100 km. Un raccourci vers des apps connectées, l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, et des réglages de la voiture avec les aides au parking, par exemple, et des réglages du véhicule en raccourci, juste ici. Je peux verrouiller là la touche warning. Ici, un aérateur sur le centre, un aérateur de ce côté-là pour le passager, et un autre là-bas. Donc ça veut dire que celui-ci et celui à gauche sont pour moi. Cet écran en plein centre qui nous donne les informations principales, le niveau restant de la batterie, donc là elle est vide, le niveau restant d'essence, il me reste, donc là on peut voir quasiment 80%. Les consommations, donc on a fait ici, si je rechange de trajet, je peux voir que par exemple voilà 4,5 litres sur les 100 derniers kilomètres. Sur la gauche ça va être mon compte tour et est-ce que je vais être en phase de recharge? Est-ce que j'appuie de façon éco sur l'accélérateur ou en mode puissance? La voiture a 4600 km et on voit en bas les aides à conduite et à la lecture des panneaux. Et le 0 km, c'est le kilométrage restant en électrique. Donc là, j'ai épuisé toute ma batterie. Donc cette partie, je vous l'ai montré. Sur le bas ici, on a un petit rangement où on aura notre câble USB pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay qui est en USB type A, pas de type C dans cette voiture. Prise 12 volts. Ici, les réglages pour les radars de parking, donc le son, les bip bip, la conduite de niveau 2, donc est-ce que je veux que la voiture reste centrée dans la ligne. Ça, c'est le maintien de fil, donc sur les routes de montagne, vous savez, quand ça sonne, ça vibre ou ça remet le volant. Là, vous pouvez le désactiver très facilement, alors que ces touches soient accessibles si facilement, c'est une bonne chose. La programmation de la climatisation, si par exemple, je mets à charger, je veux lui dire que demain, je vais bosser à 8h, je veux qu'à 7h50, tu mettes la climatisation qui fasse chaud dans la voiture, et la trappe à essence juste ici. Les drive modes que je vais pouvoir sélectionner. Donc les drive modes, quand je démarre la voiture, normalement, hop, là, je la démarre. Et là, je suis en hybride, par exemple, parce que je n'ai plus de batterie. Mais je vais avoir le mode 4WD, ça veut dire 4-wheel drive, 4 roues motrices. Je vais avoir le mode sport, le mode hybride et le mode électrique. Le mode électrique, là, je n'ai plus de batterie, donc elle ne va pas s'activer, il me le dit, actuellement disponible, car batterie insuffisante. Ensuite, on a ce sélecteur qu'on retrouve dans les Peugeot, qu'on retrouve ici également, un groupe Stellantis. Je tire, je suis en drive, je tire une deuxième fois, je passe en mode B, le mode récupération, vers le haut, neutre, je pince là, reculer, ça m'active caméra de recul, caméra à l'arrière et à l'avant, pas de 360, mais quand vous reculez ou vous avancez, ça va enregistrer l'image et ça va vous faire une sorte de fausse 360. Ici, je me remets en parking, le frein de stationnement, double porte-gobelet, les petits bonbons, ça fait des années que je n'avais pas vu ça. La clé ressemble à ça, donc c'est ce qu'on retrouve chez les autres marques du groupe également, mais avec le logo Opel de ce côté-là. On a le verrouillage, déverrouillage et l'ouverture du coffre à distance. De ce côté-là, on retrouve un petit rangement où on peut caler son téléphone ici. Et c'est un couloir qui est mobile. Je vous montre un petit peu les sièges, à quoi ça ressemble, et le point de vue juste ici. Sur les rétroviseurs, on a mis un rétroviseur sans bord, c'est joli. Sur le haut, la touche SOS et la touche assistance Opel. L'éclairage ici. Là-haut, on a miroir avec double LED, porte-carte. J'ai ma poignée là-bas. C'est plutôt pas mal. Le haut est moussé, partie imitation un petit peu carbone là-dessus. Moussé sur cette partie également. Et la boîte à gants, alors qui est
plutôt spacieux. Là, j'ai les données du véhicule. Voilà à quoi ça ressemble dans la boîte à gants. Bon, je pense que je vous ai montré un peu tout l'extérieur et l'intérieur. Reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne cette voiture. Allez, c'est parti dans ce nouveau Opel Drive. Je vais commencer en drive. On a le mode B également, comme c'est un modèle hybride rechargeable. On a la version 300 chevaux, comme je vous disais. Donc, ça veut dire qu'on a un moteur électrique avant et arrière, plus que dans les versions 225. Ça veut dire qu'on a plus de répondants et un meilleur retour. Alors, moi, il y a juste une petite chose qui m'embête. C'est là, moi, j'ai des pieds normaux, hein, enfin, peut-être des grands pieds. Mais je sens que lorsque je passe sur la pédale de frein, je touche la tige métallique. Alors, le côté agréable de l'électrique, c'est ce côté sans bruit. Ça, c'est vrai que c'est très, très sympa. Là, je pars avec 100% de la batterie. On est dans des conditions froides aujourd'hui. Il fait très froid. Moi, quand j'ai pris la moto tout à l'heure pour venir, il faisait 0 degré. J'ai pas la température. J'ai pas la température. Ah si, 8 degrés maintenant au soleil. Donc 8 degrés, le chauffage à 21. Bien sûr, hein, je lâche le chauffage dans la voiture parce que j'aime pas quand il fait trop froid. Hop, je repasse par là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà plein de dodanes, plein d'anomalies. On peut voir ce que ça donne niveau suspension. Bon, on sent que ça a une certaine fermeté. Enfin, au niveau du clignotant. On sent que c'est allemand. Donc même si maintenant c'est des bases un petit peu Stellantis, on sent que les Allemands gardent quand même toujours une petite main dessus. Là c'était plutôt agréable. Si je vais un peu sur du pavé, avec ces suspensions qui jouent selon la fréquence, ça filtre pas trop mal. Et on passe un peu plus vite sur les dodanes. Ça va. On sent que c'est un peu ferme puisque GSE, hein, et quand même ce côté un peu sportif avec cette direction qui change. Donc on voit que la voiture s'appuie un petit peu, mais c'est pas déconnant. Et on verra après en mode sport ce que ça va changer, parce qu'au niveau de la direction, ça va changer également. Donc là, le but, c'est de commencer en électrique et voir quelle autonomie je vais pouvoir faire en électrique. Donc tous les compteurs avaient été remis à 0. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce côté 100% élec, c'est un avantage au quotidien. En gros, c'est du confort supplémentaire. Ça amène pas forcément le côté sportif, puisque ça amène forcément un petit peu plus de poids, tout ce côté électrique. Mais après, on a quand même une belle voiture avec un look sympa, des sièges sympas, un intérieur agréable. Pourquoi pas? Après, voilà, de plus en plus d'électrique, hein. On va plus avoir le choix, malheureusement, en Europe. Et là, en roulant à 50, franchement, c'est très, très agréable. On va pas se le cacher, même en passant les petits dodanes comme ça à 50. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. On a une direction plutôt fluide, qui a justement été faite pour qu'en ville, on puisse avoir de la maniabilité et de la facilité. J'adore ce côté calme. Donc là, je suis en mode électrique. On va rester en électrique jusqu'à épuiser la batterie. Ensuite, on rechangera les modes. Une fois que l'électrique sera épuisé, que la batterie sera à 0, on passera en mode hybride. Donc on verra en même temps un petit peu en mode hybride ce que ça donne. Ensuite, on passera en mode sport qui rechargera un petit peu la batterie et on pourra se faire des tests d'accélération et voir un petit peu le comportement routier sur des routes un petit peu plus sympas. Donc la direction, franchement, très agréable, c'est souple. Même sur les pavés, je trouve pas ça inconfortable. J'ai une position un petit peu haut. Bon, c'est un SUV. Sur les dodanes, non, franchement, c'est... j'aime bien. On sent une certaine fermeté qui devrait lui amener un châssis assez sympa sur les petites routes sinueuses. Ce qu'on verra après, parce qu'ils ont quand même appelé ça GSE, donc pour le côté sportif, mais avec l'électrification maintenant qui va être amenée, hein, surtout. Pour la ville, vous vous en doutez, ce côté électrique c'est sympa, et même au niveau des relances. Ah, ça m'a démarré le moteur tout de suite parce que j'ai appuyé un petit peu trop fort. Donc
Pourtant il y a un kick-down, je ne suis pas allé au kick-down, mais même en électrique, la voiture s'est dit, ah, il appuie un petit peu fort, on va lui démarrer le moteur. Bon, ça c'était pas voulu. Donc je vais lui redemander de retourner en électrique. Donc là, elle ne veut pas retourner en électrique parce que le moteur a démarré, donc maintenant il faut qu'il chauffe un petit peu. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, on se fait le petit trajet en hybride quelques secondes. Ça y est, elle m'a recoupé le moteur. Donc au final, elle est repassée en élec, donc je vais lui redemander, reste en élec. Mais comme je vous disais, l'avantage de l'électrique, c'est qu'on a du couple, on a des choses d'assez instantanées, surtout sur cette version, comme on a 2 moteurs électriques, ça relance quand même vraiment pas mal. Mais attention à ne pas appuyer à fond, parce que sinon vous allez démarrer le moteur. On a bien sûr l'aide au démarrage en côte, etc. Donc tout ça, maintenant, c'est devenu un petit peu commun. Parce que donc là, si je m'arrête, j'ai pas le auto-hold, mais comme je suis en côte, normalement, je m'arrête et elle reste arrêtée. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas le auto-hold pour les feux. Allez, là on va aller sur de la route qui roule un petit peu plus, un petit bout à 70 ici, donc toujours en électrique. Alors ce qui est bien, c'est que je peux me mettre également mon régulateur. Alors au milieu c'est le volant chauffant et ici je vais dire 70, que c'est 70. J'ai mon régulateur adaptatif. Franchement c'est bien insonorisé. Il y a très peu de bruit de roulement. J'avoue que c'est vraiment pas mal. Hein. Le petit radar ici, on ralentit un poil. Ah bah, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est très sympa. Je suis assez surpris. J'aime bien parce que c'est vraiment agréable. Ah, on est ici, un petit endroit à droite où je prends souvent lorsque je récupère des Mercedes ou des Toyota. On voit Paris en fond. Franchement, assez bluffé. En plus, on n'a même pas de double vitrage. Bah, franchement, c'est pas déconnant. Bien tout refermé. Comme je disais, l'accélération, en fait, elle est suffisante. Clairement pour réaccélérer. Et là, on va aller se mettre sur l'autoroute. Donc, on reprend la 13. Ouais, ça relance. En fait, de façon agréable. C'est pas... on se prend pas d'à-coup ou autre, mais c'est plutôt agréable. On va voir ce que ça donne tout de suite à plus haute vitesse. Donc là, on va aller se faire un petit bout à 90. Ensuite, on se fera le petit bout 110. Et j'espère il y a un petit bout 130 ensuite. Donc ici... elle est à 90, donc je me règle mon régulateur à 90. Là, les bruits de roulement sont super bien filtrés. C'est très agréable. Même les bruits de l'extérieur, ouais, c'est vraiment pas mal. Le petit volant chauffant, ça fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas chaud. Franchement, c'est vraiment pas mal à 90. Les bruits et autres sont super bien filtrés. On entend un petit peu les voitures, mais là, faut vraiment tendre l'oreille. Allez, je me mets à 110. Je mets le régulateur. La voiture accélère. À 110, on a légèrement du bruit du vent, mais c'est pareil, le bruit du vent, on l'entend plus parce qu'on est en électrique, donc on n'a pas de bruit de moteur, on n'a pas de vibration. Je suis agréablement surpris. En fait, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bah Opel, ouais, pourquoi pas. Enfin, ça fait des années que je n'avais pas conduit d'Opel. Et franchement, j'aime bien. On est pas mal. Là, on a changé de goudron. Donc là, on a un goudron, les anciens, les gris, ceux qui semblent bien agressifs. Donc c'est un petit peu plus de bruit. Là, on entend les bruits de roulement, mais sinon, avant, c'était très bien filtré, quoi. Alors là par exemple j'ai le soleil qui arrive sur l'écran et alors j'avoue que quand le soleil est dessus, dans cette position je ne vois plus rien là sur le côté là. Donc ça mériterait peut-être un petit peu plus de contraste. Pourtant c'est une dalle mate. En bougeant un petit peu j'arrive à revoir, mais ça c'est un petit peu dommage.
Après, il y a quand même la casquette que beaucoup de marques ne fait plus sur les écrans comme ça. Ici, ça passe à 90, donc je rabaisse mon régulateur. À chaque fois que je ralentis, comme c'est une voiture hybride électrique, ça recharge un petit peu également. Là, je vais accélérer, je vais doubler. Je m'étais mis à 90 à des camions pendant quelques kilomètres pour voir ce que ça donnait. Ici, ça va passer à 130. On passe sur l'autoroute, donc là, on arrive sur la 13. Donc, on sort dans 26 km. J'aurai sûrement plus de batterie si je reste à 130 km/h. Mais je vous fais un petit bout à 130 tout de même pour voir ce que ça donne. Donc là, ça réaccélère. Toujours en 100% électrique, donc en électrique, je vous ai dit, on peut rouler jusqu'à 135 km/h, ce qui permet normalement de pouvoir dépasser. Et quand on a 130, on met un petit coup de régulateur au-dessus pour aller jusqu'à 135 et on dépasse. Attention à ne pas passer à 140 parce que sinon, là effectivement, on démarre le moteur thermique. À 130, donc conduite de niveau 2, je peux lâcher les pieds et les mains. La voiture conduit tout seul, j'ai le régulateur adaptatif, le centrage de voie. Là, je suis à 124, c'est en montée. Le moteur ne force pas puisque c'est de l'électrique, on n'a pas de bruit, pas de vibration, c'est très agréable. Travaux, vitesse réduite sur 2 km. D'accord, bon bah, on va réduire un petit peu. Là j'en suis à 25 km effectués et il me reste 41% de batterie. Donc là on n'a pas les travaux ici encore, donc on relance, ça relance tout seul à 130 km/h. Ça pour l'autoroute, les aides à conduite, la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif, c'est vraiment un vrai plus, hein, je le dis dans toutes les voitures, plus la boîte automatique, un régal. Donc là à 130, j'ai pas du tout de bruit de moteur, puisque électrique. On a un peu de bruit du vent. Pourtant aujourd'hui ça souffle pas du tout. Après c'est normal, enfin on roule quand même à 130 km/h, mais je trouve ça bien insonorisé. Franchement c'est une bonne voiture. Les bruits de roulement relativement bien contenus. C'est un petit peu camouflé par les bruits du vent. Et en vrai, bah, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, c'est très agréable. Bon, comme vous le savez, si on roule à 130 km/h, l'autonomie électrique va fondre vraiment à vue d'œil. Là, je suis passé déjà de 41% là, il y a quelques secondes à 34%. Donc, forcément, à haute vitesse, ça va réduire. Donc ce que je vais faire, c'est me remettre à 110 pour faire des consos un petit peu plus réels et voir ce que ça donne, parce qu'à 130 km/h, clairement, en plus il fait froid aujourd'hui, il fait toujours 8 degrés, on va diviser par deux l'autonomie annoncée par la voiture. Donc là il me reste 14 km d'autonomie affichée, j'en suis à quasiment 30. Donc voilà. Je vais essayer de faire une estimation réelle de ce qu'on peut faire avec un mixte, parce que l'autoroute clairement c'est pas ce qu'il y a de mieux ou destiné à ce genre de voiture. L'hybride rechargeable c'est top dans les conditions si on fait de la ville, de l'extra-urbain, du périurbain, mais c'est pas fait pour faire du Paris-Normandie clairement, parce que sinon vous allez transporter un pack de batterie en plus une fois que vous allez finir votre batterie, et sur autoroute vous allez consommer tellement vite l'autonomie électrique que c'est pas du tout intéressant. À 110 déjà, on garde un petit peu plus d'autonomie. Après c'est pareil, ça va jouer sur la montée et la descente. Mais ce qui est bien, c'est qu'en descente, on récupère de l'énergie également, ce qu'on ne fait pas avec une voiture thermique. Donc là par exemple, ça descend un petit peu. La voiture, hop, je vois tout de suite le compteur là qui est en train de descendre. Et j'arrive dans une phase où je suis en descente et ça recharge. Surtout que là, ça ralentit un peu devant. Donc là, ça recharge la batterie dans toutes ces phases de décélération. Donc, en fait, quand on utilise ce genre de voiture, il faut vraiment jouer le jeu de l'éco-conduite et se dire, voilà, je conduis de façon à préserver mon autonomie. Enfin, si on veut, on n'est pas obligé de le faire. On peut toujours rouler à fond. Hein. Mais le but de ce genre de voiture, pour moi, hein, c'est justement de faire durer au maximum la batterie. Alors, ça y est, le compteur m'affiche 0 km en électrique restant, mais je suis toujours un petit peu en élec. Et je réaccélère un petit peu pour essayer d'arriver vraiment au moment où la voiture va repasser en hybride. Donc, là ça redescend un petit peu, donc ça récupère un petit peu d'énergie, ça recharge un peu. Ah, flûte. Pour le moment j'en suis à 45 km en ayant fait un mix, en ayant eu des bouts à 130 plus du 110. Donc pareil, ça joue également pas mal. Allez hop, là ici on peut réaccélérer. Il y a le camion devant, mais on sort d'ici pas trop longtemps. J'aimerais bien que dans la montée ça repasse. Là c'est
c'est 110 ici, donc attention parce qu'il y a des radars partout. Ah, il a pas envie. Allez, allez, allez le thermique. Là, le 0 km reste longtemps en fait. Allez le thermique, hybride. Ça y est. Ah, le radar était saucissonné. Donc là je suis passé en mode hybride. Donc pareil, je me remets mon régulateur à 110. Alors j'avoue que la transition, j'ai absolument rien senti. Si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas perçu. Avec un petit peu de musique, j'aurais absolument pas senti. Donc là mon moteur thermique est démarré. Bah, j'entends pas la différence en fait. C'est agréable. Par contre, si je relance maintenant, donc la boîte met un petit peu de temps à relancer, mais j'ai de quoi relancer sans trop de problème. Donc on a la boîte 8 comme on connaît hein, dans le groupe. Voilà, 97 km/h. J'avoue que j'entends très peu le moteur. Les phases de ralentissement, comme on passe en hybride, il va me couper le moteur. Donc là par exemple je suis repassé en électrique. Donc là on a vraiment une voiture hybride cette fois-ci. Nous on sort ici, on prend pas le péage. Là on a le côté assez sympathique de la voiture hybride. Ça ralentit à chaque fois que ça ralentit. La plupart du temps le moteur se recoupe et quand il a besoin il se redémarre pour pouvoir donner la puissance, puisque là on n'a plus de batterie du tout. Donc à chaque fois comme une hybride ça va recharger un petit peu, on va réutiliser ce qu'il a rechargé, par exemple à un feu. Là par exemple, là je suis retourné électrique, ah il redémarre. Donc là en fait ça c'est quelque chose qui va être imperceptible, et clairement si vous regardez pas et que vous y prêtez pas énormément attention, vous n'allez pas savoir ce que ça fait. Et là par exemple, là je suis en phase de décélération, je suis en mode électrique. Ensuite j'ai le mode B, si je tire une fois, c'est le break, donc ça veut dire que c'est les moteurs électriques qui vont régénérer plus. Donc avant d'avoir besoin de toucher la pédale de frein, je vais pouvoir juste régénérer en électrique. Là par exemple, je suis encore en électrique. Donc pour la ville c'est agréable aussi. Quand il y a besoin, ça va être en thermique, et quand on va ralentir, ça va être en électrique. Donc on a une voiture plutôt dynamique. En hybride, alors j'ai pas l'impression que la direction change beaucoup, mais je pense pas que ça change d'ailleurs entre électrique et hybride. Et on a une voiture qui est quand même assez réactive, et surtout le fait que cette fois-ci j'ai plus de puissance, j'ai quand même un petit peu de couplage électrique et thermique, parce qu'il reste toujours une petite partie de batterie, et ça relance franchement bien. Si on a besoin de doubler ou autre, on le fera sans trop de soucis. Hop. Je tourne. C'est plutôt vif, c'est plutôt dynamique. C'est une bonne chose. Donc c'est le même châssis qu'une 3008, mais qui a été retravaillé surtout au niveau de la suspension. Donc vous me connaissez, il y a le test rond-point sur la chaîne. Donc là on a un grand rond-point. Je suis en hybride. Ah, ça tient plutôt bien. Ça souvire un poil, mais l'ESP vient nous sauver. Et si je vais un peu brutalement, ouais, ça garde un peu de sous-virage. Le sous-virage, c'est pas dangereux parce qu'il suffit juste de ralentir un petit peu pour pouvoir récupérer du sous-virage. Donc au final, ça tire pas mal. On sent que c'est un petit peu lourd. Ça s'emmène vers l'extérieur. Après, si c'est pas une voiture à proprement dit sportive, on a quand même du poids en plus avec les batteries supplémentaires plus les deux moteurs électriques. Mais ça se veut dynamique, on va dire. Et là, sur vraiment un tout petit rond-point, beaucoup plus petit, hop, si je le fais, j'y vais, ça y va bien. Hein. On sent que pareil, donc ça souvire un petit peu. Bon. C'est pas une vraie voiture sportive. C'est un look un petit peu plus sympa qui amène ce côté GSE grand sport. Mais voilà, au niveau du comportement, ça n'est pas une voiture sportive.
même si on a 300 chevaux, on a de la puissance. Et c'est vrai que si j'ai besoin de relancer en mode sport, ou même là en hybride, j'appuie plein gaz, ça marche quand même très bien, plus que beaucoup de voitures. Ça n'est pas forcément une voiture sportive, mais on a de la puissance. Donc au final, en 100% électrique, 45 km, dans un mixte, c'est pas trop mal. C'est une petite batterie, donc c'est vraiment correct même. Ensuite, donc là on est repassé en hybride et je vais réinitialiser ma conso à 0. Donc hop, j'appuie ici, je reste appuyé et je remets tout à 0. Et on va voir ce que ça donne maintenant en hybride. Je me remets mon régulateur, ici c'est 80. Et pareil, j'ai toutes mes aides à la conduite, comme tout à l'heure. Et ça c'est vrai que c'est du régal lorsqu'on doit faire de la route. Là j'ai 2 heures de route à faire. C'est plutôt plaisant. À 80 km/h, je suis à un peu plus de 1500 tours. Le moteur est plutôt discret, j'étais en 7e rapport. Là ça ralentit devant, donc ça ralentit automatiquement parce que je me suis laissé les aides à la conduite. Et là voilà, comme ça ralentit, je te repasse en élec, ah ça réaccélère, je repasse en thermique. Et là ça refreine, je régénère de l'énergie et je repasse en élec. Donc ça aussi c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on ralentit, on recrée de l'énergie. Ce qu'on ne fait pas du tout en fait avec de l'essence. Avec de l'essence, juste on relâche, donc frein moteur. En fait, on ne consomme pas, mais on ne crée pas d'énergie, quoi. Alors que là, l'électrique, c'est ça qui est bien. Chaque fois que je freine, je recrée un petit peu, qui va m'aider à relancer, et qui va faire baisser les consos. Donc j'ai hâte de voir aussi maintenant, jusqu'à la fin du trajet, je vais rouler en hybride et voir les consos. Et je vous donne les stats à la fin. Donc là, il n'y a plus d'autoroute, ça va être vraiment de la ville, des petites routes régionales, départementales. On va voir ce que ça donne. Bon, ça fait plus d'1 heure que je roule en mode hybride et j'ai une consommation à 6,6 litres de moyenne en ayant roulé vraiment aux limitations, sans accélérer fort ou quoi que ce soit, en roulant normal. Donc voilà les consos en hybride sur du trajet à la campagne, donc en traversant des petits villages, en faisant des petites routes de campagne, en traversant des petits villages, des routes à 80, 90 et des petits villages. Bon, on va passer en mode sport maintenant, donc puisqu'on a un mode sport également. C'est une voiture qui fait 300 chevaux. En mode sport, donc j'ai le moteur qui va tourner tout le temps, les rapports vont être plus bas, je vais avoir plus de réactivité, le moteur qui va monter plus haut, la boîte qui va pousser les rapports plus longtemps et également on va pouvoir recharger la batterie lorsqu'on sera en mode sport. Et en mode sport, ça pousse. Clairement, ça pousse. Alors, la pédale de frein, quand on freine gentiment, on est d'abord sur le freinage régénératif et ensuite on passe sur le freinage plaquette. Mais l'accélération, franchement, ça marche bien. Ça marche même franchement bien. Au niveau de la direction, on la sent tout de suite que la direction est beaucoup plus ferme. On a un meilleur ressenti et elle va être adaptative selon la vitesse. Donc quand on va être à basse vitesse, elle va être un peu plus fluide et tourner de façon plus citadine. Et à haute vitesse, elle va avoir des caractéristiques plus sportives. La suspension, par contre, elle ne change pas, puisqu'on a une suspension qui n'est pas pilotée, mais on a une suspension qui filtre selon les vibrations et qui va s'adapter avec un système de double valve qui fonctionne avec des flux d'huile. Et selon la fréquence, en fait, si elle sent que, par exemple, ça va aller vite, elle sait que la voiture va plus vite et donc elle s'adapte et elle se raffermit. On a des accélérations très franches. 300 chevaux, surtout avec un couple 110 chevaux à l'avant, 110 chevaux à l'arrière en électrique, plus les 180 chevaux, non les 200 chevaux en thermique. Donc tout ça en cumulé, ça donne 300. C'est clairement suffisant. On n'a pas besoin de plus. En fait, on n'a même pas besoin d'autant. Et clairement, si on a besoin de doubler. La seule chose qui rendrait le comportement peut-être un petit peu moins sportif, c'est le fait que la boîte soit un petit peu longue. Mais après, on peut passer en manuel avec les palettes au volant. C'est-à-dire que par exemple, là je suis en 2, je peux avoir moi-même mon régime et être toujours dans les tours pour
permettre de accélérer beaucoup plus fort. Et avec l'électrique, ce qui est bien, c'est que ce côté électrique amène toujours ce côté instantané. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Par exemple, là, je tombe le rapport, je reste en 2, et je réaccélère, ça repart tout de suite. Là, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Hop. Et également, alors là, il y a un petit peu de bruit, mais je ne sais pas si vous l'entendez. On a un petit son dans les haut-parleurs qui fait en sorte que ça va accentuer ce côté on a une voiture un petit peu plus sportive. Hop. Et par contre, en mode sport, la voiture ne passe pas en mode 100% électrique. Lorsqu'on ralentit, elle reste le moteur démarré. Et quand on sort de ville, on va pouvoir y aller à plus vive allure. Donc on a quand même un bon châssis, on a de la fermeté. Donc là, on a bonne allure. Ça tient plutôt pas mal. Ça roule bien, même à bonne vitesse. Le freinage est constant. Alors ça, c'est une bonne chose. Qu'il n'y ait pas de trop grosses transitions brusques entre l'électrique et les plaquettes. Et ça marche plutôt bien. Sur des gros freinages, on sent que c'est un petit peu lourd. Sur la réaccélération, on sent beaucoup moins le poids parce que ça motorise vraiment bien. Et là, on est déjà à 100. C'est assez bluffant. On a un bon comportement dynamique. Franchement, c'est une voiture agréable. Là, on va enchaîner les virages. Ça tourne bien là. Il faut faire gaffe parce que c'est un petit peu lourd quand même. Mais à haute vitesse dans les courbes, c'est agréable. Voilà, c'est dynamique. Ça n'est pas sportif. Mais quand on a besoin de rouler un petit peu vite, ça va y aller. N'oublie pas que c'est un SUV, c'est quand même assez haut perché. C'est une bonne voiture de tous les jours en tout cas. Bon alors, cette Opel Grandland GSE, qu'est-ce qu'on en pense? Le côté hybride rechargeable, on connaît. C'est une voiture du groupe Stellantis. Ça marche plutôt bien. Le moteur 1,6 litre, c'est agréable. La conduite en électrique, franchement, c'est bien. Le fait qu'on puisse l'avoir en simple traction avec la 225 chevaux ou en 4 roues motrices comme ça, avec le double moteur électrique, c'est un avantage également. Après, à vous de voir ce que vous choisissez. Effectivement, si on prend juste avec le moteur à l'avant, c'est un petit peu plus léger et ça consommera un petit peu moins d'énergie également. Après, on a deux moteurs différents entre l'avant et l'arrière, mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut avoir la version 4 roues motrices. Je me fais attaquer par plein de mouches. Au niveau de l'autonomie, bon, un petit peu en dessous parce qu'on était dans des conditions froides aujourd'hui et on a fait pas mal de routes où ça roulait assez vite. On peut s'approcher dans les bonnes conditions de ce qui est annoncé par la marque. Au niveau de l'intérieur, on est plutôt pas mal. Le volume de coffre, effectivement, amputé à cause de la batterie, mais on garde quand même plus de 500 litres, ce qui reste raisonnable. Au niveau de l'attente sur le comportement sportif et dynamique, alors, j'ai pas vraiment pu tester puisque pneu neige, c'est pas l'idéal pour vraiment tester, mais on a pu voir que le châssis était quand même plutôt ferme. La conduite et la direction changeaient un petit peu en mode sport et ça amenait un comportement assez dynamique. Après, les pneus, ça joue vraiment énormément parce que c'est le seul contact qu'on a avec le sol. Donc, des bons pneus, vous mettez du bon Michelin, pneus de base, ça changera totalement la voiture comparé à l'essai d'aujourd'hui. Donc, ça s'ouvrira forcément un petit peu moins et en virage, ça collera plus à la route. Ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé une Opel et on garde un petit peu la philosophie qu'on avait à l'époque avec de l'hybride. Et Opel va développer de plus en plus de voitures avec de l'électricité et va passer au full électrique d'ici 2028. 2028, c'est très bientôt, hein, c'est dans 5 ans. Donc il faudra s'habituer à l'électrique. Si vous n'avez pas essayé l'électrique, n'hésitez pas à l'essayer. Vous allez voir, c'est vraiment un confort supplémentaire au quotidien. Et voilà, l'Europe est en train d'évoluer. On nous dit de passer à l'électrique, donc petit à petit, il faut s'y faire. Ce qui est bien pour les entreprises, je sais que beaucoup d'entreprises prennent des PHEV parce qu'on peut déduire à la batterie, on n'a pas de TVS, on n'a pas de malus, on a une carte grise à moins de 15 €. C'est vrai que tout ça, mis bout à bout, c'est quand même assez avantageux. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!